lié à la maladie de Crohn et je pense que c'est une chance pour la Suisse d'avoir un représentant aussi dynamique pour représenter les malades et pour participer aux activités des sociétés de patients. Il y en a même de ces sociétés maintenant, la société européenne, disons, s'est regroupée et je vais même vous montrer une ou deux diapositives qui concernent cette société de patients. Je vais me mettre là, je crois, parce que j'ai besoin de pouvoir accéder à l'ordinateur. Je vais vous parler aujourd'hui d'adhérence, que j'ai sous-titré une simple question de perspective, un peu par provocation. Ce n'est pas si simple comme question. On va essayer de la représenter assez simplement. Quand on veut faire un traitement, que ce soit pour le Crohn, la colite ou pour autre chose d'ailleurs, il y a 3 clés au succès. La première clé, c'est de disposer d'un bon médicament. Maintenant, on a une panoplie de médicaments qui sont quand même plus efficaces. On a une panoplie plus large. On peut faire face au fait qu'un patient doit changer de médicament. Donc, on a des médicaments. La deuxième clé, c'est de savoir comment les utiliser. Alors, c'est clair que là aussi, il y a des progrès qui se sont faits. Je crois qu'il y a eu un enseignement des médecins qui s'est fait depuis une quinzaine d'années, qui porte maintenant ses fruits. Il y a pas mal de spécialistes bien formés et il y a des recommandations qui existent. On les trouve dans les revues scientifiques, sur le web, un peu partout, sur comment utiliser ces médicaments. Mais tout ça, c'est bien, c'est très utile. Mais la troisième clé, finalement, est tout aussi importante que les autres. Si on ne prend pas le médicament, ça ne va pas marcher. Donc, il faut vraiment pouvoir finir cette boucle et faire en sorte que les patients prennent les médicaments. Et on appelle ça l'adhérence. Cette chaise m'ennuie. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'adhérence ? C'est ce qu'on va un peu discuter, et puis discuter de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on sait sur cette adhérence, comment on peut la stimuler, quelle est la part des docteurs là-dedans, quelle est la part des patients. Il y a pas mal de choses qui se passent, et c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus parce que je me rends compte que je maîtrise bien les 2 premières clés, mais que je ne maîtrise pas encore du tout bien comment faire pour que la 3e clé fonctionne aussi. Et c'est là, je pense, qu'on a le plus de progrès à faire actuellement parce que même si on continue à faire de la recherche sur des nouveaux médicaments, même si on apprendra à utiliser ces nouveaux médicaments, si on ne règle pas le problème de l'adhérence, eh bien, on va tout le temps buter. Je crois que les 2 premiers points, ça avance bien, mais il faut éviter de buter. Alors, qu'est-ce que c'est l'adhérence ? L'adhérence, c'est bien sûr un comportement. C'est un comportement qui est fait de plusieurs parties. C'est un petit peu des définitions des psychologues, mais ils aiment bien, les psychologues, faire des théories et des définitions et définir des choses. Ça, c'est peut-être un pointeur, après tout, non ? Non, ça n'a pas l'air. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne ? Oui, il faut. Ah, il faut le mettre en route d'abord. Voilà. Parfait. Ouais, c'est plus simple quand même. Alors, l'adhérence, c'est une conjonction entre ce qu'on a toujours appelé la compliance, c'est-à-dire le fait que le patient prend son médicament comme prescrit, pas une fois de temps en temps, mais à peu près comme ça a été fait et demandé par le médecin. Et puis, surtout dans les maladies chroniques, il y a la notion de persistance, que le patient poursuive le traitement. Parce que c'est souvent une difficulté. On peut comprendre le patient qui arrête son traitement parce que ça va mal, ou que ça ne lui apporte pas de bénéfices, ou qu'il a trop d'effets secondaires. Mais il y a aussi beaucoup de patients qui arrêtent le traitement parce que justement ils vont mieux, donc ils se disent qu'ils en ont peut-être plus besoin. Et puis en général, ils retournent nous voir peu après. Donc il faut vraiment ces 2 composantes pour avoir un bénéfice du traitement. Et c'est devenu un gros problème et c'est devenu un thème majeur depuis maintenant presque une dizaine d'années pour l'OMS, qui a même publié un bouquin de recommandations sur l'adhérence au niveau de l'OMS, parce que l'adhérence au traitement dans les maladies chroniques ne dépasse pas 50%. Ça veut dire qu'un patient sur 2 ne va pas prendre ou poursuivre son traitement correctement.
D'autre part, il était bien vu que l'adhérence baisse rapidement après le début du traitement. Les patients essayent le traitement, commencent, mais abandonnent très vite. La non-adhérence a été bien montrée, entraîner une perte de bénéfices, d'abord pour le patient, mais aussi pour le système de santé. C'est une grosse perte pour le système de santé, tous ces traitements qui ne sont pas pris. Ils sont en plus souvent jetés dans les toilettes, on les retrouve après dans les lacs. Là, vous avez vu peut-être aux nouvelles cette semaine le taux alarmant de micropolluants qu'on a dans nos lacs. On trouve des antibiotiques, toutes sortes de médicaments dans l'eau du lac. On pourra bientôt en boire un bon verre pour aller mieux. Et puis la non-adhérence est une des premières causes de maladies, de mortalité et de coûts. C'est un problème en fait majeur de santé publique. Alors, on va se déculpabiliser un petit coup. C'est pas que dans le Crohn ou dans les maladies inflammatoires en général ou dans la colite ulcéreuse. Vous voyez, dans l'asthme, pourtant les gens n'arrivent pas à respirer. Il y en a qu'un sur deux qui prend son médicament. Pour l'hypercholestérolémie, on peut à la limite comprendre, on ne sent rien. Et puis c'est casse-pied de prendre un médicament quand on ne sent rien. Mais il y a 44% de gens qui ne prennent pas les médicaments. Même une maladie extrêmement menaçante comme le sida, il y a quand même 17% de gens qui ne prennent pas leurs médicaments. Et puis on y va, dépression, hypertension, diabète. Vous voyez qu'environ un tiers des gens ne prennent pas leurs médicaments, même dans des maladies graves ou immédiatement qui se compliquent, comme le diabète. Vous ne prenez pas votre insuline, dans 3-4 jours, vous êtes à l'hôpital. Donc, malgré tout, les gens ne prennent pas leurs médicaments. Alors, un petit exemple d'une étude qui a été faite, de 2 études en fait, qui ont été faites dans la maladie de Crohn. Ils ont regardé dans cette première étude l'adhérence à l'Imurec. L'Imurec, c'est assez intéressant parce que c'est un médicament qui agit sur le long terme, donc il faut être persistant, il faut le prendre régulièrement, sinon ça ne sert à rien. Et puis on peut le doser dans le sang, on peut doser le taux d'Imurec dans le sang. Alors, en mesurant le taux dans le sang, ils se sont rendus compte dans cette étude qu'à 3 mois de traitement, 90% des gens prennent leurs médicaments. Ils ont un taux détectable dans le sang qui est conforme à ce qu'on attend, donc a priori ils le prennent. Et puis, ils ont fait sur la même population, ils ont mesuré aussi par un questionnaire. Ils ont simplement posé un questionnaire aux gens sur est-ce que vous prenez votre médicament, 2-3 petites questions standards sur la prise de médicaments. Et les gens sont assez honnêtes dans les questionnaires. Vous voyez que le taux de réponse correspondait au taux mesuré dans le sang. Donc, les gens ne racontent pas n'importe quoi dans ces questionnaires. C'est assez rassurant. Par contre, Makis Manzaris, il a fait une étude plus longue. Il est allé voir après 4 ans de traitement. C'était un petit groupe de patients, je le reconnais, mais enfin, il n'y avait qu'un quart des patients qui prenaient leurs médicaments à 4 ans. Donc, les gens abandonnent. Comme je vous disais, ils se lassent de prendre le médicament. Et ça a un impact important sur la maladie et les coûts. Je vais vous montrer 1 ou 2 exemples. Il y a des très bonnes études sur le risque de rechute avec l'azacol, le salofalc, la mésalazine en général dans la colite. On sait qu'il y a un risque accru de cancer du côlon dans la colite et on sait que la mésalazine, les 5-ASA préviennent cela dans la colite ulcéreuse. Et puis, les anti-TNF de la maladie de Crohn, c'était bien montré, ça diminue le risque d'hospitalisation et ça diminue la durée de séjour lorsqu'on est hospitalisé. Alors, regardez un petit peu des données, ce que ça donne. Voilà les gens qui prennent leur azacol dans la colite ulcéreuse, le taux de rechute, vous voyez que c'est le nombre de gens qui restent en rémission. Alors, on part de 100% de gens en rémission. Au fur et à mesure qu'il y en a un qui rechute, la courbe tombe. Donc, si on prend son azacol, on reste en rémission. Puis, si on ne prend pas son azacol, on rechute. On tombe de la rémission. Donc, ça, c'est aussi une étude qui était relativement courte, petite, puisqu'il y avait 40 patients dans un groupe, 59 dans l'autre. Mais quand même, on voit bien que ça a vite des conséquences, puis ça c'est 12 mois et ça c'est 24 mois. Donc déjà après une année, il n'y a plus qu'à peu près la moitié des gens qui sont en rémission uniquement parce qu'ils ne prennent pas leurs médicaments. Donc ça paraît trivial, mais il y a plus de progrès à faire là qu'avec un nouveau médicament. Je crois que même si on découvre un nouveau médicament, ça ne changera rien au problème, le patient ne le prendra pas non plus. Donc il faut vraiment résoudre ça. Ça c'est le risque d'hospitalisation avec la non-adhérence. Et puis ça, c'est en fonction du taux d'adhérence. Les gens qui adhèrent au
aux médicaments entre 1 et 19% du temps, entre 20 et 39% du temps, puis ceux qui adhèrent 80% ou plus. Vous voyez que le risque de faire un problème est fortement réduit si on prend ces médicaments. Bien sûr, ce n'est pas garanti, mais c'est déjà quand même beaucoup mieux. Alors maintenant, pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas leurs médicaments? Quand on voit ces données, on se dit qu'il faut juste être complètement simple d'esprit pour ne pas prendre ces médicaments, mais c'est plus compliqué que ça. Alors 30% des gens qui ne prennent pas leurs médicaments, c'est ce qu'on appelle une non-adhérence non intentionnelle. C'est des gens qui ont un accident de parcours dans leur prise de médicaments. Soit ils ont un train de vie trop intense, ils n'arrivent pas à prendre leurs médicaments, ils ne sont jamais là, ils n'ont pas le médicament avec eux, ou des gens qui voyagent beaucoup, qui ont des perturbations de leur rythme de vie, qui partent en vacances, qui oublient, ça arrive. Il y a des gens aussi qui sont juste incapables de s'organiser. Il y a des gens qui ont des grosses difficultés à se projeter dans le futur, à faire en sorte d'avoir du médicament en suffisance, de ne pas se retrouver systématiquement sans médicament la veille du départ en vacances. Des gens qui ont de la peine à s'organiser. Il y a des gens qui ont des problèmes de ressources financières. Et puis, il y a d'autres limitations à l'accès du traitement. Ce n'est pas toujours simple de se procurer un médicament. Et puis, les nouveaux médicaments qu'on doit prendre par injection de manière sporadique, toutes les 2, 3, 4 semaines, c'est avec des chaînes de froid, il faut aller le chercher à la pharmacie. Il y a des barrières techniques à l'accès du médicament. Mais tout ça ensemble, c'est que 30%. La vaste majorité, c'est de la non-adhérence, elle est ce qu'on appelle intentionnelle. Alors, ça, c'est un petit peu une petite liste des excuses qu'on entend et des choses qui sont dites. Le médicament me fait me sentir pire, je pense que le docteur se trompe, je n'ai même pas compris ce qu'il m'a dit, je ne sais pas comment faire pour prendre ce médicament, j'ai lu sur Internet toutes sortes de choses qui m'ont fait arrêter ou pas prendre le médicament, j'ai plus de symptômes, prendre des médicaments, ça me rappelle que je suis malade. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens psychologiquement ont de la peine à prendre leurs médicaments. Il y en a qui ont peur des piqûres, il y en a qui arrêtent parce qu'ils vont mieux, il y en a même qui ne prennent pas des pilules roses, parce que les antidépresseurs sont roses et ils ont l'impression de prendre des médicaments contre la dépression. Ça a l'air trivial, mais je vous assure, on doit gérer ça la journée faite. Alors, ce qui est important, c'est de trouver les moteurs qui sont derrière, parce que ça, bien sûr, c'est que des excuses bidons. Il y a quelque chose derrière qui est plus sérieux. Alors, ce qui est plus sérieux, c'est d'essayer de trouver pourquoi. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Est-ce qu'on peut les identifier? Est-ce qu'on peut les aider, finalement? Mais la première étape, c'est de pouvoir déjà les identifier. Alors, il y a des études qui ont cherché est-ce que c'était l'âge, est-ce que c'est les jeunes qui ne prennent pas leurs médicaments, les vieux qui sont plus sérieux, est-ce que les femmes sont mieux que les hommes, est-ce que dans les pays où il y a plusieurs races concernées, les Américains ont toujours ce biais de penser que les Noirs n'en font pas une de juste, donc c'est peut-être ça le problème. Une question de revenus, il y a des gens qui n'ont peut-être pas les moyens, ou des problèmes de personnalité, ou des problèmes de coût du traitement. Eh bien, en fait, ça, ce n'est pas les facteurs qui ont été associés fréquemment, qu'on retrouve fortement associés à la non-prise de médicaments. Les facteurs qui ont été à peu près validés, un petit peu plus forts déjà, plus fréquemment associés avec cette non-prise de médicaments, c'est quand même le niveau d'intelligence. Il y a des gens qui ne comprennent rien à rien, et c'est des fois un peu difficile de leur faire comprendre des schémas thérapeutiques compliqués. C'est important d'avoir le soutien de tiers. Si on n'est pas soutenu dans sa maladie, si on n'est pas entouré, c'est plus difficile. La dépression est peut-être un facteur qui est en partie lié. Il y a la capacité à gérer, comme je disais, il y a des gens qui ont de la peine à gérer leur fonctionnement. Le nombre de médicaments, le nombre de pilules par jour, ça joue certainement un rôle. L'information médicale, savoir pourquoi on fait les choses, ça aide aussi quand même. Il y a l'expérience des symptômes. C'est clair que la personne qui a déjà chuté 2 ou 3 fois, ça finit par lui mettre un peu de plomb dans la tête, quoique, pas forcément, et ça peut déjà aider. Et puis, il semble quand même, là on voit apparaître un autre partenaire de cette histoire, il semble que la relation avec le docteur, ça joue un rôle. Si on a une bonne relation avec son médecin, ça va quand même, semble-t-il, un peu mieux. Mais les facteurs qui ont vraiment été associés fortement avec la non-prise de médicaments, c'est ceux-là.
c'est les inquiétudes sur le traitement, c'est les croyances ou la croyance sur les causes de la maladie, c'est la croyance en la nécessité du traitement, et c'est le sentiment d'efficacité de ce traitement. Donc c'est beaucoup plus dans les croyances et dans les inquiétudes, c'est beaucoup plus dans les craintes et dans ce sentiment de nécessité de devoir faire les choses. Et en fait, toutes les études psychologiques qui ont été faites sur l'adhérence arrivent à cette balance. Hein? C'est la balance entre les doutes sur la nécessité personnelle pour soi-même de prendre le traitement et puis les craintes des effets secondaires. Et c'est ça qui va être le moteur, la motivation de prendre et de continuer le traitement. C'est surtout là influencé par comment est-ce qu'on juge son besoin personnel du médicament. Il y a des gens qui arrivent très bien à se dissocier, qui disent « Ah oui, ce médicament, ouais, c'est un bon médicament, c'est formidable, etc. Mais moi, j'en ai pas besoin, n'est-ce pas ?» Et puis, bon, le docteur, il dit que j'ai une maladie de Crohn, mais je ne suis pas sûr, au fond. Et donc, les gens arrivent à se distancer. Et ils ne sont pas les seuls. Hein. Je vous ai mis quelques références. Dans toutes les maladies, c'est à peu près la même chose. Hein. Même pour des transplantés rénaux, s'ils ne prennent pas leurs médicaments, des maladies où on est impressionné que les gens se posent encore les termes comme ça. Donc, c'est vraiment important. Alors, les types de croyances sur la maladie, ils se rangent en fait dans 5 catégories différentes. On va les faire toutes apparaître, comme ça on les a. Il y a le problème justement d'identité. Hein. Le nom de la maladie, c'est abstrait. Le docteur a dit, vous avez de l'asthme, vous avez une hypertension, vous avez une hypercholestérolémie, vous avez un diabète de type 2. Les gens, ils ne sentent pas qu'ils ont un diabète de type 2, ils sentent éventuellement des symptômes et ils se réfèrent à leurs symptômes. Et ils vont gérer leurs besoins de médicaments ou leurs craintes par rapport à des symptômes. Donc, souvent, il y a déjà cette dissociation. Puis après, il y a des gens qui disent « Ouais, le docteur, il pense que j'ai de l'asthme. » Mais ce n'est pas de l'asthme, c'est juste, j'ai un peu de tout. C'est parce que je suis sorti l'autre soir courir, il faisait froid, etc. On cherche toujours une autre explication. Puis après, il y a les croyances sur les causes. Les gens disent « Oui, mais bon, c'est vrai, j'ai la pression qui monte, mais je suis stressé, ça ira mieux cet été, j'ai pas besoin de prendre un médicament pour ça, je vais me détendre, etc. » Donc les gens ont l'impression qu'on peut discuter sur les causes. Hein. Ils pensent que c'est autre chose. Ou si on leur dit que c'est génétique, ils disent bah, « alors si c'est génétique, c'est rien que je prenne un médicament, docteur, parce que c'est un moi. » Donc ils ont tendance à vouloir dégager comme ça sur les causes ou sur l'absence de possibilité de gérer les causes, la non-prise du médicament. Il y a un problème de déroulement, un problème de perception sur la durée de la maladie. Mais oui, je vais moins bien là, mais ça va aller mieux. D'ici 2-3 semaines, j'irai mieux. Je n'ai pas besoin de commencer un nouveau traitement, docteur. On peut juste attendre. Et puis bon, moi j'ai eu des grandes périodes sans rechute, donc j'ai peut-être pas besoin d'un traitement pour prévenir les rechutes, après tout, etc. Et il y a aussi du vrai là-dedans. Hein. Ce n'est pas évident d'être sûr qu'on fait du bien aux patients. Et puis, il y a les conséquences personnelles, économiques, sociales d'accepter une maladie et de prendre les médicaments. Et puis, il y a la capacité, la croyance qu'on a sur la capacité de contrôler la maladie. Si je me détends, si je change de travail, si je trouve un partenaire stable, et je n'aurai pas besoin de prendre de médicaments. Alors, les gens ont regardé comme ça, comme si ces croyances pilotaient vraiment l'adhérence. Et il y a une étude qui a été faite dans la colite ulcéreuse avec quand même un nombre de patients qui était pas mal, 107 autres patients, et des questionnaires qui ont été testés sur les croyances. Des questionnaires ont été utilisés pour tester les croyances des patients. Et puis l'adhérence a été mesurée par des questionnaires et par des tests urinaires. C'était à propos de l'azacol, de la mésalazine. On peut mesurer ça dans l'urine. Donc on peut savoir si le patient prend ou non son médicament. L'adhérence globale de cette étude, ça avait été de les 60 à 66%, suivant les paramètres qu'on avait utilisés. Donc, comme d'hab, 2/3 des patients qui prennent seulement leurs médicaments, rien de nouveau sous le soleil. Mais ce qui est intéressant, c'est que, justement, en regardant avec des questionnaires qui testent le sentiment de nécessité de prendre le traitement, et puis des questionnaires qui interrogent les craintes des patients, on peut voir qu'on a 4 groupes tout à fait clairs qui se distinguent. Les gens qui ont un sentiment d'une haute nécessité de prendre le médicament, mais qui ont des basses craintes par rapport à ce médicament, c'est ceux qui sont adhérents.
Ceux-là, ils sont dans la cible des 60%. Par contre, à l'autre bout du cercle, il y a ceux qu'on appelle les sceptiques. Ils ne pensent pas qu'ils en ont besoin, puis ils ont par contre très peur du médicament. Donc ceux-là, ils ont les deux indicateurs dans la mauvaise direction. Ils ne vont pas prendre leur médicament et vous voyez que leur taux de prise du médicament est particulièrement basse. Donc apparemment, cette théorie des psychologues, ça a l'air en tout cas de jouer un peu. On va revenir à l'autre partenaire un petit peu, au docteur, parce qu'il joue quand même un rôle là-dedans. Le problème, c'est le problème des mondes parallèles. Il y a le monde du patient, le monde du docteur, ou le monde du docteur, le monde du patient, vous choisissez. Mais c'est quand même deux mondes un peu différents. Parce que le patient, ce qu'il veut, lui, c'est une vie normale sans symptômes. Puis le docteur, il veut atteindre des buts validés, des cibles thérapeutiques. La guérison de la muqueuse, la fermeture d'une fistule, ou la réduction d'un paramètre inflammatoire dans le sang, ou l'obtention d'une valeur de vitamine B12 qui est adéquate. Le docteur, il a des buts différents. Et puis, ces objectifs, ils sont complémentaires, bien sûr. Le docteur, je crois qu'en général, il veut quand même le bien du patient, par des moyens peut-être pas directs. Mais il se peut que c'est que très tardivement dans la prise en charge que les buts du docteur et les buts du patient vont finalement se réunir. Parce qu'on a chacun travaillé de son côté et puis qu'il faut vraiment que le patient soit parfaitement bien pour que tous les buts tout d'un coup soient mis en place. Donc le mieux, ça serait qu'ils commencent depuis le départ à contribuer ensemble à optimaliser buts et résultats de sorte qu'on tire à la même corde vraiment plutôt que de chacun essayer de faire son truc dans son coin. Alors là, je vous ai dit qu'on reparlerait des associations de patients. L'EFCA, c'est en fait la Fédération des associations nationales de patients dans le Crohn et la colite, dont la société suisse fait partie. Et ils ont fait une enquête qui est toute récente, qui est de 2012, qui est une étude qui s'appelait Impact. Oh, pardon, il y a un T de trop. Et cette enquête Impact a donné des résultats justement assez intéressants. Ça regardait le contact entre le patient et le docteur. Est-ce que les patients sont satisfaits de leur docteur? Est-ce que cette interaction, justement, entre le docteur, ça joue? Ce qui est intéressant, c'est que, quand même, grosso modo, 88% des patients ont accès à un spécialiste. C'est pas mal. Que la moitié, par contre, ont accès à une infirmière spécialisée. Ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus utile, avoir un autre partenaire avec lequel on puisse discuter que le docteur, c'est souvent très important et il y a peu de mise en place de ça dans beaucoup de pays. Il y a quand même un quart des patients qui pensent qu'ils n'ont pas un accès adéquat aux spécialistes, ils ont un accès mais pas un accès qui les satisfait. Et puis il y a cette fameuse communication entre le patient et le docteur. Et là, alors c'était clair qu'il fallait fortement améliorer les choses d'après cette étude d'impact, puisque un patient sur deux, 53%, pense qu'ils ne sont pas en mesure de dire aux spécialistes quelque chose qui était important pour eux. Et puis, 2/3 auraient voulu plus de questions approfondies sur leur situation. Ils ont l'impression que le docteur est passé comme ça à toute vitesse sur leurs problèmes. Alors, les phrases typiques qui étaient sorties dans cette enquête, c'est des choses comme ça. Dans ma tête, j'avais une liste de questions, mais les choses se déroulent toujours autrement. C'était entre parenthèses, quand je vois mon docteur. On arrive à la consultation avec une idée de ce qu'on veut dire au docteur, puis dans la consultation, le docteur mène le jeu, puis vous amène à un endroit complètement différent, discute d'autres choses que ce que vous vouliez discuter. Et puis, il y a des choses qui sont quand même dures à vivre, des gens qui expriment des choses assez émouvante, en disant voilà, ce Crohn c'est humiliant, je hais de me sentir si vulnérable, en parler c'est déjà assez horrible, après il y a les examens, donc finalement on vit très négativement cette relation avec le docteur, on n'a pas envie de prolonger ça, on risque de dire qu'on ne va pas bien, puis de se retrouver avec une colonoscopie de plus. Alors on commence à s'intéresser à ça sérieusement, et avec Abbott on est en train de démarrer une étude, qui a déjà démarré en fait dans quelques pays, qui est une étude qui s'appelle Align. Alors, oui, les titres de ces études, il faut se les faire. Je vous l'ai quand même traduit.
Donc c'est une étude internationale interspécialité pour évaluer les croyances générales et spécifiques des patients face aux médicaments et évaluer aussi donc leur adhérence au traitement systémique dans les maladies inflammatoires chroniques. Donc c'est une étude qui a un gros nom, comme toujours ces études. Qu'est-ce qu'on veut faire dans cette étude? On veut, comme objectif principal, on veut évaluer des patients avec des maladies de Crohn, des colites ulcéreuses, mais aussi des psoriasis, des polyarthrites rhumatoïdes, des spondylarthrites ankylosantes. Donc, tout un panel de maladies qu'on a conscience qu'ils deviennent de plus en plus proches les unes des autres, c'est ces maladies inflammatoires chroniques. Et dans le but de décrire les craintes et les croyances des patients atteints de ces maladies face à leurs médicaments. Essayer de mieux comprendre quels sont les moteurs de l'adhérence des patients dans ces maladies. Puis une série d'objectifs secondaires, voir l'influence de la durée, de la sévérité, de l'activité de la maladie, tester la valeur aussi de nouveaux questionnaires qu'on veut essayer d'utiliser après dans la pratique pour identifier où sont les problèmes, évaluer l'influence des croyances face à la maladie sur l'adhérence, et puis évaluer l'influence de possibles symptômes dépressifs dans la prise médicamenteuse. Alors ça va être une étude en un jour par patient, pas en un jour pour toute l'étude, mais l'idée c'est d'avoir pour le patient, lors d'une consultation, des questionnaires à remplir sur leurs craintes, leurs croyances, sur les traitements et sur leur adhérence au traitement. Puis du côté du médecin, de faire le lien avec l'histoire de la maladie, de la date du diagnostic, l'activité, les autres maladies associées, le type de traitement que prend le patient. C'est une étude qui va être assez large, puisqu'elle va être conduite dans toute une série de pays, comme vous voyez, Canada, à peu près tous les pays d'Europe, partagés en différents groupes jusqu'à Israël et la Turquie. Il y a une branche sud-américaine de cette étude, il y a une branche australasienne, comme on dit, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Taïwan, Liban, mais aussi Arabie Saoudite. Et puis il y a une partie en Europe de l'Est. En tout, il y aura 7300 patients qui seront planifiés dans ces 6 aires géographiques, 35 pays, 4 continents. On est assez content puisque c'est une étude qu'on a initiée depuis la Suisse et que j'ai la chance de la diriger, cette étude, sur ces 7300 patients qui vont être inclus dans cette étude. Il y en a déjà en fait presque 400 maintenant qui sont déjà inclus puisque l'étude a déjà démarré au Canada, elle a déjà démarré en Belgique et elle a déjà démarré en Allemagne. Donc ça va aller assez vite cette étude, je pense. C'est assez simple pour les patients et on espère justement se donner d'autres moyens parce que comme vous avez vu, toutes ces études elles sont faites sur 50, 100, 150 patients. Or, il y a tellement de paramètres, il y a tellement de composants, c'est difficile. Donc, si vous ne partez pas avec un très gros collectif de patients, dès que vous commencez à découper les paramètres, vous n'avez plus assez de patients qui sont dans chaque groupe pour voir qu'est-ce qui a de l'importance. Donc on a une étude assez ambitieuse en termes de nombre, puisqu'en fait, ça va être la plus grande étude jamais faite sur ces maladies. Alors on attend bien sûr les résultats de cette étude avec impatience, mais il faut déjà commencer à faire mieux. Et notre rôle, c'est de pouvoir commencer à améliorer l'adhérence des patients. Et ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'il faut identifier pour chaque patient les problèmes. Quelles sont les barrières psychologiques qui influencent la motivation du patient à débuter le traitement, les barrières pratiques qui influencent sa capacité à débuter et suivre le traitement, parce que même si c'est que 30% les barrières pratiques, c'est quand même important, il faut quand même les résoudre. Et puis, mettre en place des solutions individualisées, cibler sur les barrières de chaque patient, évaluer si ça marche, corriger et recommencer autant de fois que nécessaire pour essayer d'améliorer vraiment les choses. Et si on veut changer le comportement d'adhérence des patients, ça a été maintenant assez bien montré, en tout cas dans des petites études, qu'il faut avoir une approche absolument personnalisée. Ça ne sert à rien de faire de la psychologie sur un patient qui n'a pas les moyens de payer, et de même, ça ne sert absolument à rien d'informer un patient davantage sur la maladie s'il a juste peur de prendre le médicament. Donc ça va pas être ciblé correctement. Mais c'est clair que le but doit toujours être
un changement d'attitude mentale pour essayer de résoudre les choses. J'ai essayé de prendre un exemple de quelque chose qu'on pourrait corriger. Je ne sais pas, par exemple, mais ce gars-là, et à mon avis, il a un problème. Mais s'il le fait, c'est que ça correspond à quelque chose dans son psychisme. Donc, il faut, si on veut corriger ça, eh bien, ça ne sert à rien de lui dire de ne pas prendre l'escalator pour aller faire du sport. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'il n'ira plus faire du sport. Donc, il vaut mieux essayer de le convaincre qu'il y a un meilleur chemin pour lui, qui est plus cohérent avec son problème. Donc, vraiment, la conclusion, c'est une phrase qui est relativement ancienne, qui vient de Everett Kopp, qui était le médecin, ce qu'ils appellent aux États-Unis le Surgeon General, qui est autre que le ministre de la Santé américain, en fait. Il avait cette phrase assez cracra, mais qui est assez claire. Les médicaments ne fonctionnent pas chez les patients qui ne les prennent pas. Et ça, c'est un résumé assez brutal, mais c'est là où on en est actuellement. On a des bons médicaments, mais il faut qu'on travaille ensemble pour qu'on arrive à les prendre. Donc voilà, je vous laisse avec la phrase de Everett Kopp, et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci de votre attention.